Sous les sables d'Égypte, les pierres des pyramides dressent leurs ombres immobiles. Elles défibrent le vent, les siècles, les empires tombés. Mais si leur naissance remontait à un temps plus ancien encore, à une époque engloutie sous la glace bien avant les pharaons, l'âge glaciaire, avec ses déserts gelés et ses mers plus basses, recouvrait la terre d'un manteau impitoyable. Les civilisations connues n'avaient donc pas encore respiré. Et pourtant, imaginons qu'un peuple oublié ait posé ces blocs titanesques, inscrivant dans la pierre un message pour un avenir qui ne les verrait jamais. Dans les interstices du possible, entre la science et l'énigme, se cache l'hypothèse troublante. Les pyramides comme reliques d'un monde perdu, d'une mémoire effacée par la glace et le temps. Elles reposent immobiles, sous la chaleur implacable du soleil. Leurs arêtes se dessinent contre l'horizon, comme des lignes tracées par une main qui ne tremble pas. Les pyramides, ces montagnes façonnées par l'homme, paraissent éternelles, hors de portée de l'usure, hors du temps qui efface. Elles ne vieillissent pas comme les villes, ni comme les royaumes. Elles semblent attendre, témoins silencieux, de quelque chose que nous n'avons pas encore compris. Leur présence est une énigme à ciel ouvert, et leurs ombres, au crépuscule, semblent se prolonger bien au-delà de l'histoire connue. Depuis des siècles, elles intriguent, elles dérangent. Chacun croit en savoir quelque chose, chacun raconte une version, mais aucun récit ne les enferme vraiment. Elles sont trop vastes pour une explication unique. Elles accueillent la science, l'archéologie, l'histoire des pharaons, mais elles supportent aussi les hypothèses, les visions alternatives, les rêves interdits. Elles s'ouvrent à toutes les lectures parce qu'elles ne parlent pas. Elles se taisent et c'est ce silence qui nourrit le mystère. On dit qu'elles furent bâties il y a environ 4500 ans, sous l'ancien empire égyptien, pour abriter les dépouilles des rois et assurer leur immortalité. C'est l'enseignement des manuels, la certitude des guides. Mais d'autres regards persistent à dire « et si tout cela n'était qu'un fragment d'une vérité plus vaste ?» Et si ces blocs de pierre, empilés avec une précision presque impossible à concevoir, avaient été dressés bien avant l'histoire, à une époque où la Terre elle-même était différente, couverte de glace, traversée par des climats qui ne sont plus les nôtres, imaginer cela, c'est accepter un vertige, c'est se tenir au bord d'un gouffre où le passé se brouille, où les certitudes glissent comme du sable. Car l'âge glaciaire n'était pas une simple saison froide, c'était un monde radicalement autre, les océans plus bas de dizaines de mètres, les continents reliés par des ponts terrestres aujourd'hui engloutis, les vents porteurs de poussière, les glaciers écrasant des régions entières. Dans ce décor, les pyramides, selon l'an, si elles existaient en déjà, auraient été comme des sentinelles dressées contre l'oubli. La pierre parle lentement. Elle garde des marques, elle retient les caresses du vent et les morsures de la pluie. Les géologues qui observent le plateau de Gizeh y voient parfois des traces qui semblent plus anciennes que le récit officiel, des strides d'érosion qui rappelleraient une époque où l'Égypte n'était pas encore un désert, mais une terre verte, nourrie par des pluies régulières. Si cela était vrai, alors les pyramides, ou au moins une partie de leur structure, appartiendraient à un temps si reculé qu'aucun texte, aucune mémoire humaine n'en parle. Le simple poids des pierres défie l'imagination. Des blocs de plusieurs tonnes, extraits, transportés, ajustés avec une précision telle qu'une lame de couteau peine parfois à s'insérer entre ceux que. Comment des bâtisseurs anciens, armés d'outils que nous disons rudimentaires, ont-ils pu réaliser cela ? La réponse académique invoque la patience, l'organisation, la force d'une société tout entière mobilisée autour du pouvoir du pharaon. Mais il subsiste, dans l'ombre de cette explication, une autre question. Et si ce n'étaient pas les seuls à avoir touché ces pierres ? Et si, avant eux, d'autres mains avaient déjà commencé l'œuvre ? Il faut imaginer l'instant où les premiers hommes, bien avant l'histoire connue, se seraient approchés de ces monuments. Qu'auraient-ils pensé en les découvrant, dressés dans le silence du désert naissant ? Les auraient-ils pris pour des montagnes naturelles, pour des temples laissés par des dieux disparus, pour des repères d'étoiles ? Si les pyramides étaient plus anciennes, alors chaque dynastie qui passa n'aurait fait que les adopter, les restaurer, les intégrer à ses croyances. L'histoire officielle des pharaons ne serait qu'un chapitre tardif d'un récit infiniment plus long. Le mystère n'est pas seulement architectural, il est aussi astronomique. Les alignements des pyramides semblent correspondre à des points précis du ciel, notamment à la constellation d'Orion. Certains chercheurs y voient le reflet d'un savoir ancien, une cartographie des étoiles transcrite dans la pierre. Mais ce ciel, lui aussi, change. Les étoiles se déplacent, lentement, presque imperceptiblement.
Grâce à ce mouvement, certains pensent que l'alignement parfait des pyramides avec Orion n'aurait pas eu lieu au temps des pharaons, mais bien plutôt des milliers d'années avant. Et si cela était vrai, alors la construction remonterait à une époque glaciale, quand d'autres peuples vivaient et mouraient sans laisser de traces aussi monumentales. Ce vertige ne s'appuie pas seulement sur des calculs ou des rêves, il se nourrit aussi d'échos venus d'ailleurs, des mythes, des récits transmis de génération en génération, des traditions qui parlent de civilisations disparues, englouties, effacées par des cataclysmes. L'Atlantide de Platon, les légendes mésopotamiennes du déluge, les histoires orales d'îles perdues dans les océans. Et si les pyramides n'étaient pas seulement égyptiennes, mais des vestiges universels, témoins d'un savoir partagé par un monde que nous avons oublié, le sable cache autant qu'il révèle. Sous le plateau de Gizeh, des relevés ont suggéré l'existence de cavités, de chambres encore inexplorées. Que recèlent-elles? Archives d'une époque révolue, tombeaux jamais ouverts, ou bien simples accidents géologiques que notre imagination transforme en promesses? Tant que le mystère demeure, il attire, il appelle, car nous cherchons toujours à remplir le silence par des récits, à habiter le vide par des histoires. Et pourtant, il faut rester attentif à ce que les pierres disent elles-mêmes, leur usure, leur orientation, leur ancrage dans le sol. Ce sont des indices, des fragments d'un langage que nous ne savons pas encore lire. Peut-être que la véritable énigme n'est pas de savoir quand elles furent construites, mais pourquoi elles furent conçues pour durer, pour traverser des âges si différents. Comme si elles avaient été pensées non pas pour une génération, mais pour des millénaires, comme un message destiné à des yeux qui viendraient longtemps après. Alors, devant elles, nous sommes réduits au silence. Nous regardons, nous mesurons, nous supposons. Mais les pierres continuent tant d'attendre, impassibles. Elles ont vu passer les sables, les vents, les empires. Elles ont survécu aux conquêtes, aux guerres, aux pillages. Et si elles venaient dans le sein d'un monde englouti sous la glace, elles survivraient encore à nos hésitations, à nos doutes. Elles continueraient à défier le temps, comme elles l'ont toujours fait. Il est difficile d'imaginer l'Égypte avant l'Égypte. Nous avons appris à la penser à travers ces dynasties, ces temples, ces fresques gravées dans la pierre. Nous la voyons surgir brusquement dans l'histoire, déjà majestueuse, déjà puissante, comme si aucune aube ne l'avait précédée. Pourtant, les traces muettes de peuples plus anciens parsèment la vallée du Nil. Des vestiges presque effacés, des fragments d'outils, des tumulus disparus, des ossements abandonnés à la poussière. Il suggère que, avant les pharaons, d'autres mains, d'autres regards ont contemplé ce fleuve qui ne cesse de renaître. Le Nil n'a pas toujours été le fleuve discipliné que nous connaissons aujourd'hui. Ces crues régulières furent plus tard apprivoisées par les paysans de l'Ancien Empire, mais avant cela, il coulait comme une artère sauvage, imprévisible, modelant la terre, traçant des sillons de fertilité au milieu des plaines. Des communautés nomades venaient y chercher refuge, suivant les rythmes de l'eau et des saisons. Leurs cabanes éphémères disparaissaient après leur départ, mais leurs foyers de cendres, leurs silex taillés, demeurent enfouis. C'est une Égypte sans écriture, sans macrin, sans monument, mais non sans mémoire. Certains sites archéologiques témoignent de cette profondeur. À Napta Playa, dans le désert nubien, des pierres dressées forment un cercle ancien, daté de plusieurs millénaires avant les pyramides. Les chercheurs y voient une sorte d'observatoire, un lieu où l'on mesurait déjà le retour des saisons, où l'on guettait le solstice bien avant que l'astronomie ne s'inscrive dans les temples. Ce cercle perdu dans le sable semble annoncer quelque chose, une attention au ciel, une conscience du temps, qui se prolongeront plus tard dans les constructions monumentales. Si l'on poursuit ce fil, on découvre des strates de culture oubliées. Les chasseurs du Paléolithique, les pasteurs du Néolithique, les premiers cultivateurs qui apprirent à domestiquer le blé et l'orge. Ils laissèrent derrière eux des pierres polies, des figurines aux formes simples, des tombes modestes creusées dans le sol. Rien de comparable aux pyramides, mais des indices d'une longue gestation. Comme si l'idée de bâtir en grand, de se confronter à la durée, murmurait déjà dans les gestes les plus humbles. Mais certains chercheurs voyaient dans cette Égypte pré-pharaonique une énigme plus grande. Les monuments de Gizeh, disent-ils, semblent surgir sans préambule, comme une perfection soudaine. Comment expliquer ce saut ? Comment passer de villages de terre séchée à des structures colossales capables de résister des millénaires? Ce hiatus, pour certains, est le signe d'un héritage, un savoir transmis depuis une époque plus ancienne, venu d'ailleurs peut-être d'une civilisation oubliée. Le sphinx, avec ses traits effacés par le temps, est au centre de cette interrogation.
Son corps de lion allongé, taillé dans la roche, porte des marques d'érosion qui intriguent encore. Certains géologues affirment que ces stries rappellent l'action de pluies soutenues, disparues depuis des milliers d'années, à une époque où le climat de la vallée n'était pas désertique. Si cela est vrai, le Sphinx pourrait précéder de plusieurs millénaires la civilisation pharaonique. Serait-il le vestige d'une Égypte antérieure, d'un peuple dont nous ne savons rien ? Dans les mythes des prêtres, transcrits beaucoup plus tard par les Grecs, il était question de dynasties divines et semi-divines qui auraient régné sur l'Égypte avant les rois mortels. Ces règnes fabuleux, attribués à des dieux comme Ré ou Osiris, s'étendaient sur des milliers d'années. Pour les archéologues modernes, ce sont des récits symboliques, des tentatives de donner une profondeur cosmique à l'histoire. Mais si ces traditions avaient gardé, sous leur voile mythique, le souvenir déformé de peuples oubliés, des peuples dont la mémoire fut absorbée par la légende, parce qu'aucun écrit ne pouvait les protéger de l'oubli. Les cartes anciennes, dessinées bien après l'Antiquité, ajoutent encore au mystère. Certaines montrent des régions de la Terre telles qu'elles auraient pu apparaître avant la fonte des glaces, avec des côtes différentes, des reliefs aujourd'hui engloutis. Comment ces connaissances auraient-elles traversé les âges jusqu'aux mains des cartographes ? Certains y voient de la preuve d'un savoir beaucoup plus ancien, transmis par des voies que nous ignorons. Et si ce savoir avait trouvé son ancrage en Égypte, lieu de passage, carrefour entre Afrique et Proche-Orient, entre Méditerranée et désert. Les tombeaux les plus anciens de Haute-Égypte révèlent une sophistication étonnante. Dans certains, on découvre des fresques rudimentaires représentant des bateaux, des danses, des rituels. Déjà, la mort y occupe une place centrale. Déjà, le passage vers l'au-delà structure la vie. Ce souci de l'éternité, qui culminera plus tard avec les pyramides, semble inscrit dès les origines, comme si l'obsession de durer, de traverser le temps, habitait les hommes bien avant qu'ils ne connaissent l'écriture. Il faut aussi imaginer les transformations du paysage. L'Égypte avant les pharaons n'était pas le désert que nous connaissons. Le Sahara, à certaines époques, fut fertile, parcouru de rivières, peuplé d'animaux sauvages. Des peintures rupestres témoignent de troupeaux, de girafes, de scènes de chasse. C'est dans ce contexte de verdure que se sont épanouies les premières communautés humaines, bien avant que le climat ne change, que le désert ne s'impose et que les hommes ne se réfugient massivement le long du Nil. L'idée d'un pays figé dans l'aridité est trompeuse. L'Égypte fut d'abord une terre mouvante, où l'homme dut s'adapter sans cesse aux caprices de la nature. Alors, que reste-t-il de cette Égypte d'avant l'histoire ? Des pierres dispersées, des fragments de poterie, des ossements usés par le sable, mais aussi des monuments qui semblent excéder leur époque, comme s'ils portaient un savoir qui ne pouvait naître d'un seul coup. Entre les strates archéologiques et les mythes transmis, une ligne trouble apparaît, une fracture dans le récit. C'est dans cette brume que s'inscrit l'hypothèse troublante, celle d'une Égypte oubliée, plus ancienne que l'histoire elle-même, dont les pharaons ne furent pas les créateurs mais les héritiers. Il faut fermer les yeux et imaginer la Terre telle qu'elle était il y a 21 000 ans. Non pas ce monde familier que nous croyons connaître, mais un globe recouvert d'une peau glacée, respirant lentement sous des couches de neige et de vent. Des continents aux contours différents, des mers plus basses, des rivages étendus de plusieurs centaines de kilomètres. La planète était la même, mais son visage était autre, sculpté par des forces implacables. C'était l'âge glaciaire, un temps où la glace n'était pas seulement une saison, mais une loi. L'Europe du Nord et l'Amérique étaient écrasées sous des glaciers de plusieurs kilomètres d'épaisseur. Les plaines canadiennes disparaissaient sous une chape de glace qui avançait comme une armée silencieuse. Plus au sud, les terres étaient arides, balayées par des vents chargés de poussière. Les forêts reculaient, les déserts s'étendaient, les animaux migréant à la recherche de terres plus clémentes. L'océan, prisonnier de l'eau figée, s'était retiré, découvrant des continents engloutis depuis. Les îles d'aujourd'hui n'étaient sans doute que les sommets émergés d'anciennes montagnes. L'Indonésie, la Malaisie et l'Australie formaient un vaste territoire unique. Le détroit de Bering n'était pas un bras de mer, mais un pont de terre reliant l'Asie à l'Amérique. Dans ce monde dur, les hommes vivaient comme des nomades, suivant les troupeaux de bisons, de mammouths, de rennes. Leurs campements fragiles se fondaient dans le paysage, disparaissaient prompt après eux. Et pourtant, ils avaient déjà la maîtrise du feu, la connaissance des pierres, la mémoire des étoiles. Ils gravaient sur les parois des grottes des bisons, des chevaux, des signes que nous n'avons pas encore su déchiffrer.
La glace imposait sa loi, mais elle ne parvenait pas à étouffer la créativité, l'élan vers l'invisible. Si les pyramides avant le siglo XX avaient existé alors, elles se seraient en dessous dressées dans un décor méconnaissable. Le désert que nous connaissons, ça n'était pas encore né. Le Sahara, à certaines périodes, connaissait la pluie, la verdure, des lacs immenses où venaient boire les troupeaux. L'Égypte n'était pas encore ce pays de sable, mais une terre changeante, traversée par des climats en métamorphose. La vallée du Nil, elle aussi, ne ressemblait pas à ce que nous connaissons. Son lit, façonné par des crues violentes, serpentait dans des paysages mouvants. Si des bâtisseurs avaient érigé des monuments en ce temps-là, ils l'auraient en fait dans une Égypte plus humide, plus vivante, plus fertile. Les cartes imaginaires de cette époque fascinent. On pourrait y tracer les routes que les hommes empruntèrent à pied, reliant l'Europe à l'Asie, l'Asie à l'Amérique, l'Afrique aux terres alors plus proches. Le monde n'était pas séparé par les mers, il était relié par des ponts terrestres. Ce qui nous semble aujourd'hui fragmenté formait un tout, un réseau immense d'espaces accessibles. Si une civilisation avait émergé, elle aurait pu se répandre plus largement qu'on ne le croit, inscrivant ses traces dans des lieux aujourd'hui engloutis sous les océans. La glace avançait et reculait selon les cycles. Des milliers d'années de froid extrême alternaient avec des périodes plus clémentes. Ces oscillations, presque imperceptibles à l'échelle d'une vie humaine, changeaient pourtant radicalement le visage du monde. Des espèces disparaissaient, d'autres s'adaptaient. Les hommes eux-mêmes devaient migrer sans cesse, emportant avec eux leurs histoires, leurs rites, leurs souvenirs. Leurs voix, portées par le vent, se perdaient dans le silence des plaines gelées. Certains chercheurs avancent que c'est à cette époque, entre deux phases glaciaires, que des groupes humains auraient pu se stabiliser, bâtir des structures, inventer des outils plus complexes. Les vestiges de Göbekli Tepe en Anatolie, datés d'environ 11 000 ans, semblent se confirmer cette idée. Bien avant l'invention de l'agriculture, des hommes avaient déjà dressé des pierres colossales, sculptées, ordonnées en cercle. Ce site bouleverse la chronologie admise, suggérant qu'un savoir monumental existait avant que les grandes civilisations ne naissent. Si cela fut possible en Anatolie, pourquoi pas ailleurs, dans la vallée du Nil, à une époque où la mémoire écrite n'existait pas encore. La glace, paradoxalement, protège et efface. Elle préserve parfois des corps entiers, des graines, des outils. Mais elle détruit aussi les traces fragiles laissées sur le sol. Ce que nous savons de l'âge glaciaire est un puzzle incomplet, dont les pièces condensées sont dispersées. Nous n'avons que des fragments, jamais le tableau entier. Dans ce vide, l'imagination s'engouffre et certains osent poser la question. Et si des monuments plus anciens que notre histoire officielle reposaient sous les sables, hérités d'un monde glacé? Les mythes des grandes civilisations, bien plus tardives, semblent en porter l'écho. Partout, il est question de déluges, de terres englouties, de peuples disparus. Les Mayas, les Sumériens, les Grecs, tous racontent à leur manière un cataclysme qui mit fin à un âge d'or. Le souvenir d'une glaciation, avec ses mers qui montent, ses terres noyées, a pu se transformer en légende. Peut-être que les pyramides, si elles avaient été érigées avant cette montée des eaux, auraient été conçues comme des repères indestructibles, des phares de pierre capables de traverser les bouleversements de la Terre. Car ce monde glacé était instable. Il portait en lui sa propre fin. Les calottes, en se retirant, libéraient d'immenses quantités d'eau, élevant le niveau des mers, redessinant les continents. Les rivages de l'Égypte reculaient, les terres fertiles disparaissaient, les populations se concentraient autour du Nil. Dans ce chaos géologique, tout monument assez solide pour résister devenait un témoignage du temps d'avant, et c'est là que les pyramides prennent une autre dimension. Non pas des tombeaux construits pour un seul règne, mais des archives de pierre inscrites dans un paysage mouvant. Ce monde, figé dans les glaces, paraît lointain, irréel. Pourtant, il est inscrit dans notre mémoire collective, dans les gènes des peuples qui ont survécu, dans les récits transmis au coin des feux. Nous avons oublié les détails, mais nous avons gardé le vertige. L'idée que la Terre n'a pas toujours été comme nous la voyons, qu'elle a changé, qu'elle changera encore. Et au milieu de ces transformations, les pyramides se dressent comme si elles avaient toujours été là, comme si elles appartenaient non pas à une époque, mais à toutes les époques.
Dans les bibliothèques anciennes, parmi les parchemins noircis et les atlas jaunis par le temps, subsistent des cartes dont l'origine trouble des routes encore les chercheurs. Elles ne ressemblent pas à de simples œuvres d'imagination. Elles montrent des rivages, des montagnes, des continents dessinés avec une précision qui paraît impossible pour l'époque de leur conception. Comme si leurs auteurs avaient eu accès à un savoir venu d'un autre âge, transmis à travers des mains invisibles, échappant aux ruptures de l'histoire. Parmi elles, la plus célèbre demeure la carte de Piri Reis, amiral ottoman du XVIe siècle. Dessinée en 1513 sur un fragment de peau de gazelle, elle représente l'océan Atlantique, l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et les côtes de l'Amérique du Sud. Mais ce qui intrigue le plus, c'est cette portion de l'Antarctique dessinée sans glace, comme si le cartographe avait eu sous les yeux un continent libre de son manteau glacé. Officiellement, l'Antarctique n'a été découvert qu'au XIXe siècle. Comment expliquer qu'un marin du XVIe siècle ait pu en reproduire les contours, et surtout ceux d'une Terre telle qu'elle n'existait plus depuis des milliers d'années? Les sceptiques affirment que ce n'est qu'une erreur de représentation, une confusion de traits. Mais ceux qui osent regarder autrement voient dans cette carte un vestige de mémoire. Peut-être Piri Reis n'a-t-il fait que recopier des sources plus anciennes, elles-mêmes copiées que de documents antérieurs, remontant jusqu'à un temps où l'humanité observait encore ses côtes dénudées par le retrait des glaces. Si cela s'est œuvré, alors des navigateurs préhistoriques auraient sillonné les mers bien avant que nous n'en soupçonnions la possibilité. La carte d'Oronce Fine, imprimée en 1531, ajoute encore au mystère. Elle montre également l'Antarctique, mais avec des détails étonnants sur ses reliefs intérieurs, ses podesaan, ses montagnes, ses fleuves. Comment un cartographe de la Renaissance, privé d'expédition, aurait-il pu imaginer cela sans une source plus ancienne? Les glaciologues modernes ont découvert que sous l'épaisse calotte antarctique se cachent en effet des chaînes de montagnes et des plateaux, invisibles sans instrument de mesure. L'hypothèse d'une transmission archaïque issue d'une époque où ces terres étaient en découverte prend alors une couleur troublante. Ces cartes, loin d'être isolées, appartiennent à une tradition plus vaste. La Mappemonde de Bouache, la carte de Zéno et d'autres fragments dispersés évoquent en ce moment des continents partiellement engloutis, des archipels aujourd'hui disparus, des rivages qui ne correspondent plus à ceux que nous connaissons. Certaines représentent la Méditerranée avec des îles qui n'existent pas, ou l'Atlantique avec des terres au milieu de l'océan, rappelant les récits de l'Atlantide. Ce qui frappe Sepsans n'est pas seulement la précision géographique, mais l'écho avec les bouleversements de l'âge glaciaire. Lorsque la glace recouvrait les pôles, le niveau des mers était bien plus bas, découvrant des étendues aujourd'hui noyées. Des ports, des villes, des cultures entières auraient pu exister là où désormais ne s'étend que l'océan. La fonte progressive des glaces aurait effacé leurs traces, ne laissant subsister que des souvenirs transformés en mythes et quelques cartes transmises comme des reliques. Si les pyramides avaient déjà été là, dressées au bord du Nil, elles auraient été témoins de ces bouleversements. Leurs bâtisseurs, ou ceux qui les ont héritées, auraient peut-être cherché à préserver ce savoir du monde englouti. Les cartes anciennes seraient alors des échos de cette mémoire préservée, fragments d'un atlas oublié, transmis de main en main jusqu'aux cartographes de la Renaissance. Le lien entre ces cartes et les civilisations disparues n'est pas seulement spéculatif. Dans plusieurs régions du globe, des ruines sous-marines ont été découvertes. Au large du Japon, près de Yonaguni, des structures semblant sculptées par l'homme reposent sous la mer. En Inde, au large de Dwarka, des vestiges de murs et de rues pavées gisent sous les flots. Ces découvertes suggèrent qu'à l'époque où les mers étaient les plus basses, des communautés florissantes vivaient là où l'eau règne désormais. Si cela était vrai, alors nos cartes modernes ne sont qu'une version réduite de ce que le monde fut autrefois. On pourrait alors voir les cartes anciennes comme des palimpsestes, où se superposent mais éteint les mémoires de plusieurs époques. Chaque génération aurait recopié, modifié, transmis, ajoutant des erreurs mais en conservant l'essentiel. Ce processus expliquerait pourquoi certaines zones semblent justes, tandis que d'autres apparaissent déformées. L'essentiel pourtant demeure l'empreinte d'un savoir antérieur qui ne devrait pas exister à la lumière de notre chronologie officielle. Les mythes se mêlent à cette hypothèse. Les récits d'îles englouties, de terres perdues, de peuples qui fuient avant que l'océan ne les recouvre, pourraient en être les souvenirs lointains de cette montée des eaux à la fin de l'âge glaciaire. Platon, racontant l'Atlantide, ne parlait peut-être pas seulement d'une allégorie politique,
mais d'un héritage transmis depuis des millénaires. Les cartes solaires seraient alors les reflets concrets de ces légendes, des preuves tracées à l'encre de ce que les mots ont tenté de conserver. En observant ces cartes, on ne peut s'empêcher de sentir un vertige. Et si le monde que nous croyons connaître n'était que l'écume d'une mémoire beaucoup plus vaste? Et si les continents avaient été habités par des civilisations dont nous n'avons gardé aucune trace monumentale, sauf peut-être les pyramides? Alors, ces dernières ne seraient pas seulement égyptiennes, mais universelles, témoins d'un savoir qui circulait d'un rivage à l'autre, d'une côte à une autre, avant d'être emporté par les flots. La science contemporaine, avec ses satellites et ses relevés précis, redessine le relief des fonds marins, révélant des plateaux submergés, des vallées englouties. Elle confirme ce que les cartes anciennes semblaient en déjà murmurer: le monde était plus vaste, plus habitable, avant la montée des eaux. Nos océans sont des cimetières silencieux de terre perdue. Leur profondeur pourrait abriter les ruines d'histoires jamais écrites. Si un savoir ancien a survécu, il a dû trouver refuge dans des lieux où la pierre pouvait le conserver. Les pyramides, par leur masse, leur permanence, auraient été idéales pour porter ce fardeau, non pas seulement comme tombeaux, mais comme archives, monuments de mémoire érigés pour traverser les cataclysmes. Les cartes anciennes ne seraient alors que des échos secondaires, les copies fragiles d'un savoir que la pierre, immobile, conserve encore. Dans le silence des bibliothèques, ces cartes reposent, leurs traits hésitants dessinant des continents perdus. Elles semblent nous rappeler que ce que nous voyons aujourd'hui n'était qu'une version passagère de la Terre, et peut-être dans l'ombre des pyramides, la même idée se dresse gravée dans la pierre, tout change, tout s'efface, sauf les témoins immobiles qui défient le temps. Partout sur la Terre, dans les coins les plus éloignés et les cultures les plus différentes, une même histoire se répète. On la raconte avec des noms variés, avec des images différentes, mais son cœur reste identique. Un peuple puissant, un monde florissant, englouti soudain par l'eau ou par le feu. Comme si, dans la mémoire des hommes, persistait un souvenir commun d'un cataclysme ancien, transmis de bouche en bouche, transformé en légende, mais jamais totalement s'effacer. Les Grecs parlèrent de l'Atlantide. Platon, dans le Timée et le Critias, rapporte que cette civilisation avait conquis des terres lointaines, avant d'être anéantie par des tremblements de terre et des inondations, 9000 ans avant son époque. Pour lui, ce récit venait d'Égypte, transmis par les prêtres de Saïs, eux-mêmes dépositaires de traditions plus anciennes. La cité engloutie devint un mythe universel, repris, contesté, réinventé au fil des siècles. Mais qu'était-elle au départ? Une simple allégorie philosophique ou bien l'écho d'un souvenir réel d'un peuple disparu à la fin de l'âge glaciaire, quand les mers montaient et avalaient éteint les terres basses? Les Sumériens, dans leurs tablettes d'argile, racontent aussi un grand déluge. Ziusudra, le survivant, construit un bateau et sauve les semences de la vie avant que les eaux ne recouvrent le monde. Ce récit, transfiguré, donnera le mythe biblique de Noé, puis celui d'Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh. L'idée d'un déluge universel traverse les civilisations comme un fil invisible. Les Hébreux, les Grecs, les Indiens, les Chinois, tous gardent le souvenir d'un moment où l'eau, incontrôlable, recouvrit la terre. Dans les traditions indiennes, on parle de Manu, averti par un poisson divin de la montée des eaux. Il construit un navire, y embarque les sages et les animaux et survit au cataclysme. Dans le Popol Vuh, texte sacré des Mayas, les dieux détruisent les hommes d'une humanité précédente par une inondation. Au Pérou, les Incas racontent que Viracocha fit s'abattre un déluge pour effacer les géants qui peuplaient la terre. En Chine, l'histoire de Yu le Grand évoque un déluge gigantesque, maîtrisé seulement par la sagesse d'un héros. Ces récits ne sont pas identiques, mais ils portent tous la même empreinte, la mémoire d'une destruction par l'eau suivie d'un recommencement. L'humanité, disent-ils, n'est pas née une seule fois. Elle a connu des âges, des cycles, des renaissances, et à chaque fois, le souvenir du monde perdu s'est incrusté dans les mythes, transmis comme un avertissement. Si l'on relie ces traditions au contexte de la fin de l'âge glaciaire, une image se dessine. Vers 12 000 ans avant notre ère, les glaces commencèrent à fondre. Les mers montèrent de dizaines de mètres, noyant les côtes, effaçant les terres basses où vivaient les hommes. Les plaines qui relièrent l'Angleterre au continent, la vaste zone de Sundaland, en Asie du Sud-Est, les rivages fertiles du golfe Persique disparurent sous l'eau. Pour ceux qui y habitaient, ce fut l'apocalypse. Leurs villages, leurs champs, leurs sanctuaires furent engloutis. Comment auraient-ils transmis cette mémoire
sinon par des récits répétés de génération en génération jusqu'à devenir légende? Dans ce cadre, les pyramides prennent un sens différent. Si elles existaient déjà, si elles avaient été érigées avant ou pendant ces bouleversements, elles auraient été conçues non comme de simples tombeaux, mais comme des monuments de mémoire. Leur masse, leur géométrie, leur orientation vers le ciel pourraient être des repères, des balises d'un savoir menacé par l'oubli. Comme si un peuple, voyant sa fin venir, avait cherché à laisser derrière lui un message indestructible. Les mythes parlant aussi d'êtres étranges, de géants, de dieux venus d'ailleurs, d'instructeurs qui enseignèrent aux hommes l'agriculture, l'astronomie, l'écriture. Chez les Dogons du Mali, on raconte que des entités venues des étoiles avaient révélé le secret de Sirius. Chez les anciens Égyptiens, le dieu Osiris avait apporté la civilisation après un temps de chaos. Ces récits, pour les anthropologues, sont des métaphores, mais dans la perspective d'un monde englouti, ils pourraient être les souvenirs déformés de survivants d'une civilisation disparue, venus transmettre aux peuples restés dans l'ombre les vestiges de leur savoir. Les cartes anciennes, montrant des rivages différents, semblent corroborer cette idée. Elles témoignent d'une mémoire géographique transmise malgré les siècles. Les mythes, eux, sont la version orale, poétique, de cette même mémoire. Tous deux évoquent un monde effacé, remplacé par le nôtre. Il est frappant de constater que ces récits de peuples engloutis sont souvent liés à des idées de justice divine, de punition, de cycle. L'humanité aurait été détruite parce qu'elle avait sombré dans la violence ou l'orgueil. Derrière l'image religieuse, peut-être y a-t-il le souvenir d'une catastrophe naturelle interprétée comme une sentence. Quand les eaux montent, quand les terres disparaissent, les survivants cherchent un sens. Ils transforment le chaos en récit, la perte en enseignement. Sous la mer, des archéologues modernes découvrent peu à peu des indices qui résonnent avec ces mythes. Au large de l'Inde, dans le golfe de Cambay, des structures submergées évoquent des villes anciennes, englouties il y a plusieurs millénaires. Dans les Caraïbes, des formations intrigantes suggèrent des architectures perdues. Ces découvertes restent controversées, mais elles rappellent que les océans cachent encore d'innombrables secrets. Chaque plongée, chaque sonar révèle un peu plus de ce monde disparu. Peut-être les pyramides, par leur endurance, étaient destinées à survivre à ce que les villages de bois et de torchis ne pouvaient affronter. Peut-être leur silence de pierre est-il la réponse à l'eau dévastatrice, une manière de dire « Nous étions là, nous avons vu le monde s'effondrer, et nous voulons que vous vous souveniez ». Les mythes de peuples engloutis sont donc bien plus qu'un folklore. Ils sont la trame souterraine d'une mémoire collective, la cicatrice laissée par un cataclysme réel. Et dans cette cicatrice se glisse l'idée troublante que nos monuments les plus anciens ne sont peut-être pas seulement des créations de l'histoire officielle, mais les derniers en témoins d'un âge plus ancien, englouti avec ses peuples et ses dieux. Lorsque la nuit tombe sur le plateau de Gizeh, les pyramides se dressent dans une obscurité profonde, silhouettes immenses qui semblent attendre le passage des constellations. Leur géométrie, immuable, paraît soudain en dialogue avec le ciel, car depuis longtemps, les chercheurs, les voyageurs et les rêveurs soupçonnent que ces monuments n'ont pas été placés au hasard. Ils seraient liés aux étoiles, comme si les bâtisseurs avaient voulu figer dans la pierre l'ordre du firmament. Les trois grandes pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos s'alignent d'une manière troublante. Leur disposition rappelle les trois étoiles de la ceinture d'Orion, Al-Nitak, Al-Nilam et Mintaka. Cet alignement, suggéré par certains chercheurs au XXe siècle, soulève une question. Pourquoi ces monuments terrestres épouseraient-ils la forme d'une constellation céleste ? Était-ce une coïncidence ou bien la volonté délibérée de reproduire sur Terre l'image du ciel ? Dans la pensée égyptienne, les dieux et les étoiles étaient intimement liés. Orion, associé au dieu Osiris, représentait la renaissance, la promesse de la vie après la mort. Le Nil, fleuve sacré, reflétait pour eux la Voie lactée. Ainsi, les pyramides, placées tournant le long du fleuve, auraient été conçues comme un miroir terrestre des cieux. Les morts des pharaons, en traversant ces monuments, auraient suivi le chemin des étoiles pour rejoindre l'éternité. Mais certains calculs astronomiques compliquent ce tableau, car le ciel n'est pas fixe. Les étoiles, à cause du mouvement lent appelé précession des équinoxes, changent de position au fil des millénaires. L'alignement parfait des pyramides avec Orion ne correspond pas à 2500 avant notre ère, date officielle de leur construction. Il correspondrait plutôt à une époque beaucoup plus ancienne, autour de 10 000 ou 11 000 avant notre ère, c'est-à-dire à la fin de l'âge glaciaire.
Si cette hypothèse est juste, alors les pyramides ne seraient pas seulement des tombeaux érigés pour des rois, mais les gardiennes d'un savoir astronomique bien antérieur. Elles figeraient enfarées dans la pierre la mémoire d'un ciel disparu, comme si l'on avait voulu conserver une carte des étoiles, telles qu'elles apparaissaient avant les bouleversements du climat. Dans ce cas, elles seraient les témoins d'un temps oublié, où l'homme observait déjà les cieux avec une précision inouïe. Les Égyptiens n'étaient pas les seuls à dresser des monuments orientés vers le ciel. À Stonehenge, en Angleterre, les pierres levées marquent entre les solstices, indiquant que les peuples du néolithique observaient déjà les cycles du soleil. À Chichén Itzá, la pyramide maya de Kukulkan produit au moment de l'équinoxe l'ombre d'un serpent ondulant le long de son escalier. Partout dans les cultures anciennes, les monuments semblent être des instruments de pierre pour dialoguer avec le ciel. Ce qui rend les pyramides de Gizeh particulières, c'est l'échelle colossale de cette entreprise et la précision de leurs orientations. La Grande Pyramide, par exemple, est alignée presque parfaitement avec les 4 points cardinaux. L'erreur est si minime qu'elle défie l'imagination pour une époque supposée dépourvue d'outils modernes. Comment ont-ils mesuré avec une telle justesse ? Certains avancent que les bâtisseurs utilisaient l'observation des étoiles, traçant leur trajectoire dans la nuit pour déterminer le nord véritable. Mais d'autres se demandent si ce savoir ne venait pas de plus loin, transmis depuis une époque où les hommes avaient déjà maîtrisé une science que nous avons oubliée. Les couloirs intérieurs de la pyramide de Khéops ajoutent au mystère. Certains conduits étroits pointent directement vers des étoiles précises. L'un d'eux vers Sirius, associé à la déesse Isis, un autre vers la ceinture d'Orion, où réside Osiris. Ces conduits décemment ne semblent pas avoir une fonction pratique, non, mais symbolique, comme des tunnels pour l'âme du roi, des chemins tracés vers le ciel. Encore une fois, les pierres deviennent langage, géométrie devenue rituel, architecture devenue astronomie. Si l'on accepte l'idée que ces monuments reproduisent le ciel d'une époque antérieure, alors cela change tout. Cela suggère que leurs bâtisseurs connaissaient non seulement les étoiles visibles, mais aussi leurs mouvements sur des milliers d'années. Un savoir qui suppose des générations d'observations, de calculs, de transmissions. Un savoir qui excède largement les besoins d'une civilisation naissante, comme si ce que nous appelons Égypte pharaonique n'était pas une invention soudaine, mais l'héritage d'un temps plus ancien, d'une Égypte antédiluvienne. Les mythes égyptiens eux-mêmes semblent en porter l'écho. Ils racontent que les dieux avaient régné sur la vallée avant les hommes, qu'ils avaient établi les fondements de la civilisation. Osiris et Isis, Thoth et Horus ne seraient pas seulement des divinités symboliques, mais les souvenirs magnifiés d'instructeurs venus d'un âge oublié. Et si les pyramides étaient leur message, leur manière de dire « Voici le ciel tel que nous l'avons vu, voici la mémoire d'un temps où le monde était autre », il est frappant de constater que ces hypothèses trouvent un écho ailleurs. Les Incas, les Mayas, les peuples polynésiens, tous avaient un rapport intime avec les étoiles. Leurs mythes parlent de dieux descendus du ciel, leurs monuments suivent, des guides, des astronomiques. Ils conserveraient la mémoire d'un ciel qui change, d'un cosmos mouvant, pour que les générations futures sachent que le temps ne s'écoule pas seulement sur Terre, mais aussi dans les cieux. Les pyramides, alors, ne seraient pas seulement des tombeaux, mais des horloges cosmiques figées dans la pierre pour défier l'oubli. Devant ce mystère, une impression persiste. Les bâtisseurs de Gizeh n'ont pas seulement travaillé pour les vivants, ni même pour leur roi. Ils ont travaillé pour l'éternité, pour des yeux qui viendraient des milliers d'années plus tard. Ils ont inscrit dans la pierre le langage des étoiles, convaincus que celles-ci sont les véritables repères, plus durables que les royaumes, plus stables que les hommes. Et peut-être, en regardant les pyramides se découper contre la nuit, nous pouvons encore lire ce message si nous apprenons à écouter le silence des pierres. Il est couché dans la pierre comme un gardien immobile, son regard tourné vers l'horizon oriental, là où se lève le soleil. Le grand sphinx de Gizeh n'est pas seulement une statue, il est une énigme creusée dans le roc, une créature silencieuse qui semble veiller depuis un temps immémorial. Demi-lion, demi-homme, il échappe aux catégories, il défie la chronologie. Autour de lui, les pyramides imposent leur masse, mais c'est lui qui trouble le plus, car sa présence paraît antérieure, comme si les pharaons eux-mêmes avaient trouvé ce colosse déjà là, prêt à être adopté dans leur monde. Le corps du sphinx, long de plus de 70 mètres, a été sculpté directement dans le calcaire du plateau.
Ses proportions, bien que massives, semblent étrangement harmonieuses. Son visage érodé, mutilé par le temps et par la main des hommes, garde une expression énigmatique. Mais au-delà de sa forme, ce qui interroge, ce sont les marques qui recouvrent sa surface, des stries, des ondulations, des traces qui n'appartiennent pas toutes au désert. Dans les années 1990, le géologue Robert Schoch a observé que l'érosion du sphinx ne ressemblait pas à celle causée par le vent et le sable, typique du climat aride de l'Égypte. Les fissures et les cavités de la roche semblaient au contraire correspondre à une érosion hydrique, c'est-à-dire produite par de fortes pluies. Or, le plateau de Gizeh n'a pas connu de précipitations abondantes depuis des milliers d'années, bien avant l'époque des pharaons. Selon ses calculs, cette usure pourrait dater d'une période comprise entre 7000 et 10 000 ans avant notre ère, lorsque l'Afrique du Nord connaissait encore un climat humide. Cette hypothèse bouleversa les certitudes. Si le sphinx était déjà là avant l'avènement de l'Ancien Empire, cela signifierait qu'il aurait été sculpté à une époque où aucune civilisation connue ne possédait les moyens de le concevoir. Un vestige antédiluvien, hérité d'un monde perdu, adopté plus tard par les pharaons qui l'auraient restauré, transformé, intégré dans leur propre univers symbolique. Les égyptologues traditionnels rejettent cette idée, affirmant que le sphinx fut construit sous le règne de Khéphren, au XXVe siècle avant notre ère, en même temps que sa pyramide. Ils soulignent que certaines statues de ce pharaon présentent des ressemblances avec le visage du sphinx, mais l'érosion demeure un problème difficile à écarter, car si elle était bien due à l'eau, alors le monument était bien plus ancien. Dans le silence du désert, les pierres d'ensemble Scriabro portaient deux histoires différentes. L'une officielle qui parle de rois et de dynasties, l'autre souterraine qui suggère un passé bien plus lointain. Les légendes égyptiennes elles-mêmes alimentent ce mystère. Dans les textes tardifs, le sphinx est parfois associé à Harmaki, le soleil à l'horizon, gardien des cycles et des renaissances. Pour Thoutmôsis IV, il fut un oracle. Endormi à son ombre, il aurait reçu en rêve la promesse du trône en échange d'une restauration du colosse enseveli par le sable. Le sphinx n'était donc pas seulement une statue, mais une entité vivante, un médiateur entre le monde humain et les forces cosmiques. Cette aura sacrée peut-être reflète-t-elle le souvenir déformé de son origine véritable, oubliée depuis longtemps. L'érosion n'est pas la seule énigme. Sous les pattes du sphinx, des relevés géophysiques ont détecté des cavités, des chambres souterraines. Certains chercheurs affirment qu'il pourrait s'agir de structures artificielles, peut-être des salles de stockage, voire des archives. Les textes anciens parlent parfois d'une salle des archives, un lieu mythique où serait conservé le savoir d'avant le déluge, transmis par les sages d'une civilisation disparue. Est-ce une coïncidence si ces légendes persistent précisément sous le gardien de pierre qui porte les marques de la pluie d'un autre âge? Le visage du sphinx pose aussi question. Certains chercheurs estiment qu'il fut retouché à plusieurs reprises. Sa tête, proportionnellement trop petite pour son corps, pourrait avoir été remodelée à une époque plus récente, transformant une effigie plus ancienne en portrait pharaonique. Si cela est vrai, alors l'œuvre originelle aurait eu une autre apparence, peut-être un visage de lion complet ou une figure disparue. Le monument actuel serait ainsi le résultat d'adaptations successives, chaque époque y projetant son propre sens, tout en effaçant un peu plus le message originel. Le sphinx, par sa position, joue aussi un rôle cosmique. Il fait face à l'est, là où le soleil se lève aux équinoxes. Certains chercheurs suggèrent que Sodoni songeait que son regard était tourné non seulement vers l'astre solaire, mais aussi vers des constellations précises. Si son origine remonte bien à la fin de l'âge glaciaire, alors il aurait vu se lever le lion dans le ciel, au moment où son propre corps de lion reposait sur la terre. Le monument serait alors un miroir du cosmos, une incarnation de l'union entre ciel et terre, fixée dans la pierre. Ce lien entre le sphinx et le cycle des âges apparaît dans les traditions ésotériques. Selon certaines croyances, le monde est rythmé par de grands cycles cosmiques, chaque ère correspondant à une constellation du zodiaque. L'ère du lion aurait coïncidé avec une époque lointaine, marquée par des bouleversements climatiques et des renaissances culturelles. Le sphinx, orienté vers l'est, figé avec son corps de lion, pourrait être le témoin sculpté de cette ère oubliée. Si l'on accepte cette perspective, alors le sphinx n'est pas seulement une œuvre pharaonique, il est le vestige d'une mémoire universelle, un fragment de pierre qui traverse les cataclysmes.
Les dynasties l'auraient adopté comme un héritage sacré, sans toujours en connaître l'origine, comme un objet trouvé déjà ancien, mais trop puissant pour être ignoré. Il reste pourtant muet. Ses fissures et ses cicatrices, ses mutilations racontent une histoire, mais jamais en phrase complète. Son nez brisé, perdu depuis des siècles, est devenu le symbole d'une énigme irrésolue. Le sable, le vent, la pluie l'ont façonné autant que les hommes. Il est à la fois œuvre et paysage, mythe et matière. Dans ce silence, il nous oblige à nous interroger. Si son érosion est vraiment la trace d'un climat révolu, alors il porte sur lui la preuve qu'un peuple inconnu, bien avant les pharaons, possédait déjà la maîtrise de la pierre, la vision du ciel et la volonté de bâtir pour l'éternité. Dans ses yeux effacés, peut-être repose encore le reflet d'un monde disparu, englouti sous le sable comme d'autres furent engloutis sous la mer. Ils ont laissé derrière eux des monuments que nul n'ose vraiment attribuer à leurs mains. Les pierres, massives, polies, assemblées avec une précision qui défie la simple force humaine, témoignent de leur passage. Mais leurs noms se sont dissous dans le silence. Nulle chronique ne les mentionne, nul papyrus ne chante leur gloire. Les bâtisseurs sans nom ne vivent que dans l'ombre de leurs œuvres, anonymes, comme si la mémoire des peuples qui les portèrent avait été effacée par un déluge de temps. En observant les pyramides ou le sphinx, nous cherchons des signatures. Mais la pierre ne livre rien, sinon sa présence brute. Les pharaons, eux, gravèrent partout leurs noms, leurs images, leurs exploits. Mais les monuments les plus anciens, eux, ne disent non rien. Ils ne proclament pas, ils n'exhibent pas d'identité. Ils se tiennent simplement là, muets, comme si leurs auteurs ne se souciaient pas d'être reconnus. Ou peut-être savaient-ils que leur mémoire serait engloutie, qu'il ne resterait qu'un squelette de pierre, témoignage impersonnel d'une grandeur effacée. La notion même de civilisation sans mémoire trouble notre perception. Nous avons appris à mesurer l'histoire à travers les archives écrites, les récits, les chroniques. Mais que devient une culture si elle ne laisse que de la pierre ? Nous peinons à imaginer que des sociétés entières aient pu s'épanouir, bâtir, inventer, puis disparaître sans laisser de texte. Et pourtant, l'immense majorité de l'histoire humaine repose dans ce silence. Avant l'écriture, il y eut des milliers d'années de gestes, de savoirs, de récits, transmis uniquement par la voix. Quand les catastrophes vinrent, le feu, la glace, l'eau, tout cela disparut. Ne restèrent que les pierres trop lourdes pour être effacées. On peut imaginer ces bâtisseurs comme des maîtres de l'ingénierie et de la vision cosmique, mais dont la mémoire collective fut balayée. Peut-être n'étaient-ils pas nombreux, mais ils savaient assembler les forces d'une communauté, organiser le travail, lire le ciel. Peut-être n'avaient-ils pas besoin d'écriture, leur savoir passant de bouche à oreille, de maître à disciple. Quand le temps les emporta, les monuments demeurèrent, mais privés de clés. Ce paradoxe se retrouve ailleurs. Les cyclopéennes murailles de Sacsayhuaman, au Pérou, défiant notre imagination. Des blocs gigantesques imbriqués avec une précision telle qu'on ne peut y glisser une lame de couteau. Les peuples incas eux-mêmes, bien des siècles plus tard, disaient ne pas savoir qui les avait bâtis, parlant des ancêtres, des géants ou des dieux. De même, les temples mégalithiques de Malte, les statues de l'île de Pâques ou les cercles de pierre d'Anatolie semblent surgir d'un âge oublié, attribués par ceux qui les trouvèrent à d'autres, plus anciens encore. Ce motif se répète, chaque civilisation hérite de monuments dont elle ne comprend pas toujours la source. Elle les adopte, les restaure, les transforme, mais elle n'en est pas l'origine. Et ainsi, au fil du temps, les bâtisseurs véritables disparaissent, remplacés dans la mémoire par d'autres, plus récents, qui se les approprient. Peut-être les pharaons eux-mêmes ne firent-ils que prolonger une œuvre plus ancienne, apposant leurs marques sur des pierres déjà dressées depuis des millénaires. La question des bâtisseurs sans nom n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle, car ces monuments révèlent une intention. Défier le temps, survivre au cycle, inscrire un message au-delà de la durée d'une vie. Cela suppose une vision du monde différente de la nôtre. Nous bâtissons pour l'usage, pour l'immédiat, eux bâtissaient-le pour l'éternité, pour des générations qui viendraient bien après. Ils savaient que leur nom disparaîtrait, mais ils misaient sur la survie de leur œuvre, comme si l'anonymat n'était pas une perte, mais une condition nécessaire de leur message. Dans ce silence, nous projetons nos hypothèses. Certains parlent d'une civilisation oubliée, antérieure aux pharaons, qui aurait transmis un savoir en partie repris par l'Égypte antique. D'autres évoquent dans des survivants d'un cataclysme, porteur d'une science perdue, qui aurait semé des pierres comme des balises avant de disparaître. D'autres encore y voient en soi la main d'instructeurs mythiques, divinisés par la mémoire populaire,
des Osiris, des Quetzalcoatl, des Viracocha, venus enseigner aux hommes ce que leur peuple avait oublié. Quoi qu'il en soit, le résultat est là. La pierre persiste, mais la mémoire s'efface. Les bâtisseurs sans nom sont comme des fantômes. Ils nous obligent à interroger la fragilité de nos propres archives. Que restera-t-il de nous dans 10 000 ans, quand nos bibliothèques auront brûlé, quand nos disques se seront corrompus, quand nos mots auront été engloutis par le sable ou par l'eau? Peut-être seulement quelques fragments de béton, de métal, des ruines incompréhensibles. Nous serons alors, nous aussi, une civilisation sans mémoire. Le plus troublant est que ce silence résonne avec les mythes. Les Égyptiens parlaient en d'un âge d'or révolu, où les dieux régnaient avant les hommes. Les Grecs évoquaient banco des cycles d'humanité détruits et recréés. Les Indiens parlaient en des yugas, ces époques cosmiques où naissent et meurent des civilisations entières. Derrière ces récits, peut-être n'y a-t-il pas seulement de la poésie, mais le souvenir ténu de peuples disparus, dont les monuments subsistent sans mémoire. Ainsi, les pyramides et le sphinx ne sont pas seulement des énigmes architecturales, ils sont le miroir de ce paradoxe, une œuvre colossale, mais des auteurs effacés. Un message gravé dans la pierre, mais sans signature. C'est ce contraste qui nourrit le mystère, qui nous trouble et nous attire. Car derrière chaque bloc de calcaire, derrière chaque joint parfait, se cachent des mains, des visages, des voix que nous ne connaîtrons jamais. Et peut-être est-ce précisément là leur intention, se retirer pour laisser parler la pierre. La mémoire personnelle, les noms, les dynasties s'éteignent, mais le message universel, lui, demeure ancré dans le silence du désert. Les bâtisseurs sans nom deviennent alors plus qu'une absence. Ils deviennent une présence diffuse, une ombre qui traverse les millénaires, rappelant que l'histoire ne commence pas avec l'écriture, mais avec la pierre dressée face au ciel. Dans le sud-est de l'Anatolie, au sommet d'une colline aride, des cercles de pierre sommeillant depuis des millénaires. Leur nom est Göbekli Tepe, la colline au nombril. À première vue, ce ne sont que des ruines, des pierres dressées érodées par le vent. Mais quand on regarde de plus près, on découvre une énigme qui a bouleversé notre compréhension de l'histoire humaine. Car ces monuments datent d'environ 11 000 ans, bien avant l'invention officielle de l'agriculture, bien avant les villes, bien avant les grandes civilisations connues. Les archéologues y ont dégagé des piliers monumentaux, en forme de T, certains hauts de plus de 5 mètres, pesant plusieurs tonnes. Ils sont disposés en cercle comme des sanctuaires ouverts au ciel. Sur leur surface, on distingue des gravures, animaux sauvages, renards, lions, sangliers, vautours, serpents. Motifs abstraits, ces images ne racontent pas des scènes de chasse ordinaires. Elles forment un langage symbolique, consumina une cosmologie gravée dans la pierre. À Göbekli Tepe, on n'a pas seulement bâti des murs, on a bâti une mémoire. Et ce qui rend ce site si troublant, c'est sa datation. Il est antérieur aux pyramides de plusieurs milliers d'années. Il est antérieur à Stonehenge, antérieur à Sumer, antérieur même aux premières écritures. Et pourtant, il témoigne d'une maîtrise technique et organisationnelle impressionnante. Il fallait extraire les pierres, les transporter, les ériger, les orner de symboles. Une telle entreprise ne peut naître que d'une communauté soudée, guidée par une vision partagée. Mais à cette époque, selon le récit académique, les hommes étaient encore des chasseurs-cueilleurs nomades, vivant en petits groupes dispersés. Comment expliquer qu'ils aient pu rassembler les forces nécessaires pour un tel projet? Certains chercheurs pensent que Göbekli Tepe fut justement l'étincelle qui poussa les hommes vers l'agriculture. Pour nourrir les bâtisseurs, il fallait des surplus, des ressources stables. Alors les tribus commencèrent à domestiquer les plantes et les animaux. Dans cette perspective, ce ne serait pas la nourriture qui aurait produit les temples, mais les temples qui auraient en conduit à la nourriture. Une inversion radicale de notre vision de la préhistoire. Mais d'autres vont plus loin. Ils voient mais dans Göbekli Tepe, non pas une innovation isolée, mais l'héritage d'un savoir plus ancien, transmis après un cataclysme. Ces bâtisseurs auraient été les descendants d'une civilisation engloutie par la fin de l'âge glaciaire, porteurs de souvenirs qu'ils auraient tenté de fixer dans la pierre avant que tout ne s'efface. Dans les gravures, certains croient en voir des constellations, des événements astronomiques, voire la mémoire d'un impact cosmique qui aurait marqué la Terre. Ainsi, le site ne serait pas seulement un sanctuaire, mais une archive, une bibliothèque de pierres codées. Les mythes résonnent étrangement avec cette hypothèse. Dans de nombreuses traditions, on parle d'instructeurs venus après le déluge, enseignant aux hommes l'agriculture, l'astronomie, les arts sacrés.
En Égypte, Osiris est décrit comme celui qui apporta la civilisation à un peuple encore sauvage. Chez les peuples d'Amérique, Quetzalcoatl et Viracocha remplissent un rôle semblable. Göbekli Tepe pourrait être la trace matérielle de cette période de transition, quand des survivants d'un monde effondré transmirent aux autres les bases d'un nouveau cycle. Un autre mystère enveloppe ce site. Il a été volontairement enfoui. Les cercles de pierre furent recouverts de terre et de gravats il y a environ 8000 ans. Pourquoi enterrer une telle œuvre au lieu de la laisser ouverte au temps ? Était-ce un geste rituel, la fin d'un cycle, une manière de protéger ce lieu des regards ou de l'oublier délibérément ? Le fait même que nous l'ayons redécouvert si tard, au XXe siècle, semble être un hasard, comme si le site avait été scellé pour attendre un autre âge. La comparaison avec les pyramides est inévitable. D'un côté, Göbekli Tepe, cercle de pierre dressé, antérieur à tout ce que nous pensions possible. De l'autre, Gizeh, montagnes artificielles défiant les histoires officielles, deux sites distants dans l'espace et dans le temps, mais reliés par le même vertige. Comment expliquer que des bâtisseurs sans écriture, sans outils modernes, aient pu concevoir de tels monuments ? La réponse facile est de dire que la volonté humaine suffit. Mais la coïncidence de ces prouesses dans des époques si reculées suggère un fil plus mystérieux, une continuité invisible. Certains chercheurs osent un parallèle, et si Göbekli Tepe était la preuve que des monuments pouvaient naître bâtis bien avant ce que nous pensions possible. Dans ce cas, et pourquoi pas les pyramides ? Si une culture du néolithique a pu ériger des piliers sculptés en Anatolie il y a 11 000 ans, peut-être une autre a-t-elle dressé les pyramides au bord du Nil avant que le désert n'envahisse la vallée. Les deux sites deviendraient alors des miroirs, l'un enfoui sous la terre, l'autre enseveli sous le sable, mais tous deux porteurs du même message. L'histoire est plus ancienne que nous ne croyons. Göbekli Tepe projette une ombre immense sur notre vision du passé. Il nous rappelle que les chasseurs-cueilleurs n'étaient pas des êtres simples, limités à la survie. Ils observaient, ils imaginaient, ils bâtissaient. Ils avaient une mémoire et une conscience du temps. Cette leçon nous oblige à reconsidérer notre manière de lire les pyramides. Peut-être ne sont-elles pas une anomalie isolée, mais l'un des nombreux visages d'un savoir ancien, diffusé dans des lieux différents à des époques différentes. Aujourd'hui, seule une petite partie du site a été fouillée. On estime que plus de 90% restent encore enfouis sous la colline. Chaque pierre extraite révèle de nouveaux motifs, de nouveaux symboles. Chaque cercle découvert ajoute une pièce au puzzle. Mais le sens complet nous échappe encore. C'est comme si nous lisions un livre dont seules quelques pages ont survécu. Le reste dort encore sous la terre, attendant que nous osions l'exhumer. Dans cette attente, le mystère s'épaissit. Göbekli Tepe n'est pas seulement un site archéologique. Il est un rappel que notre histoire est incomplète, qu'elle a des ombres. Et dans ces ombres se glisse la possibilité que d'autres monuments, comme les pyramides, aient des origines bien plus anciennes que celles que nous leur attribuons. Sous les vagues tranquilles, sous l'éclat des océans que nous croyons immuables, dorment des mondes oubliés. Les abysses conservent des fragments de côtes disparues, de plaines submergées, de villes effacées. L'eau recouvre tout, mais ne détruit pas tout. Parfois, un sonar, une plongée, une tempête qui déplace le sable révèlent un pan d'histoire que nous pensions perdu à jamais. Les mers sont des archives silencieuses et elles commencent à parler. Dans les profondeurs du Japon, près de l'île de Yonaguni, une formation de pierre gît à une vingtaine de mètres sous la surface. Escaliers entaillés, terrasses géométriques, angle droit improbable. Certains géologues y voient une structure naturelle façonnée par la tectonique, mais d'autres, en la parcourant, perçoivent les contours d'une œuvre humaine, un monument englouti depuis des millénaires. Si tel est le cas, Yonaguni daterait d'une époque où le niveau des mers était bien plus bas avant la fin de la glaciation. Un vestige d'une culture dont le nom s'est dissous dans l'océan. Au large de l'Inde, dans le golfe de Cambay, des chercheurs ont identifié, grâce au sonar, des alignements de structures, des rues pavées, des murs, recouverts par la mer depuis des milliers d'années. Les datations au carbone de fragments de bois remontés du site suggèrent des âges de 9000 ans ou plus, bien antérieurs aux grandes civilisations connues de la vallée de l'Indus. Si ces données sont exactes, alors nous faisons face à la trace d'une société urbaine disparue, avalée par la montée des eaux. Une Atlantide indienne silencieuse sous les vagues. Et ce ne sont pas des cas isolés. Dans les Caraïbes, des plongeurs ont rapporté des formations étranges près de Cuba, ce qui ressemble à des blocs alignés, des rues, des structures rectilignes à plusieurs centaines de mètres de profondeur.
Les scientifiques demeurent prudents, les études sont encore rares, mais ces images nourrissent l'hypothèse que d'anciennes cités gisent sous la mer. Leurs habitants, voyant l'océan monter, n'auraient eu que le temps de fuir, laissant derrière eux des maisons, des temples, des ports engloutis. En Europe aussi, la mer cache un passé submergé. Entre l'Angleterre et le continent s'étendait jadis une vaste plaine fertile que l'on appelle aujourd'hui Doggerland. Des rivières y coulaient, des forêts y poussaient, des chasseurs-cueilleurs y vivaient. Puis, en quelques millénaires, la montée des eaux la fit disparaître. Les pêcheurs ramènent parfois dans leurs filets des outils de silex, des ossements d'animaux, des fragments de ce monde noyé. Ce n'étaient pas des pyramides, mais c'était une terre habitée, un pays réel, englouti et oublié. Chaque continent porte ses fantômes submergés. Le Sahara lui-même, aujourd'hui désert, recèle sous ses sables les traces d'anciens lacs et de civilisations qui s'épanouirent quand il était encore vert. Mais ce qui se perd dans le sable reste accessible aux archéologues. Ce qui se perd sous la mer demeure presque intouchable. Les océans couvrent plus des 2/3 de la planète et leur fond reste largement inexploré. Il est probable que des centaines de sites attendent encore, enfouis sous les vagues, leurs murs dissimulés par le corail et la vase. Si les pyramides avaient été érigées avant la fin de l'âge glaciaire, elles n'auraient pas été seules. D'autres monuments, d'autres centres auraient pu exister sur des terres aujourd'hui disparues. Peut-être que les bâtisseurs de Gizeh faisaient partie d'un réseau plus vaste, reliant des ports, des cités, des temples désormais engloutis. Les pyramides survivantes ne seraient alors que l'émergence d'un monde submergé, le sommet visible d'un continent de mémoire effacé par l'océan. Les mythes semblent le suggérer. Les récits d'îles englouties, d'empires effacés par la mer, ne se limitent pas à l'Atlantide. Dans le Pacifique, des traditions polynésiennes parlent de terres qui sombraient dans les flots, obligeant les ancêtres à prendre la mer. En Asie du Sud, des légendes évoquent la cité de Kumari-Kandam, disparue dans l'océan Indien. Dans les récits des Celtes, l'Atlantide du Nord prend la forme de Lyonesse, un royaume noyé sous les vagues au large de la Cornouaille. Toutes ces histoires éparses convergent vers une même image. La mer comme force destructrice, mais aussi comme gardienne d'un passé perdu. La science moderne, en mesurant les variations du niveau des mers, confirme ce que les mythes pressentaient. Entre 20 000 et 10 000 ans avant notre ère, l'océan est monté de plus d'une centaine de mètres, avalant des millions de kilomètres carrés de terre côtière. Là où s'épanouissent aujourd'hui les grandes villes maritimes, il y avait jadis des plaines, des vallées, des villages. La mémoire des peuples qui les habitaient s'est effacée, sauf si elle a trouvé refuge dans les légendes ou dans des monuments assez solides pour résister. Dans ce contexte, les pyramides apparaissent comme une anomalie précieuse. Elles ne furent pas englouties, mais elles semblent porter l'empreinte d'un temps qui précède leur attribution officielle. C'est que si elles avaient été construites avant le déluge des mers, elles auraient en survécu là où tant d'autres cités furent noyées. Leur fonction aurait pu être double, non seulement des tombeaux ou des temples, mais aussi des repères, des phares pour une humanité survivante, rappelant que tout peut disparaître mais que la pierre demeure. En contemplant les océans, il est difficile de ne pas ressentir cette impression d'absence. Nous voyons une surface mouvante, infinie, mais nous savons qu'elle recouvre des mondes. Et peut-être que dans ces profondeurs reposent les frères invisibles des pyramides, monuments engloutis dont nous n'entendons que l'écho dans les récits anciens. Le silence de la mer devient alors un langage, un voile posé sur un passé que nous commençons à peine à deviner. Il existe des questions que les pierres ne cessent donc de poser. Comment des blocs de plusieurs dizaines de tonnes furent-ils extraits, déplacés, ajustés avec une telle précision qu'aucune lame ne peut se glisser entre eux? Comment, sans acier, sans roues puissantes, sans machines hydrauliques, les anciens auraient-ils pu ériger des monuments défiant la gravité et la logique? Les pyramides de Gizeh, les temples de Baalbek, les murailles cyclopéennes du Pérou, toutes ces constructions suscitent la même interrogation. D'où venait le savoir nécessaire pour accomplir de telles prouesses? Les archéologues parlent d'ingéniosité, d'organisation sociale, d'une main-d'œuvre massive obéissant à un pouvoir central. Mais derrière ces explications raisonnables demeure une impression d'excès, comme si les techniques connues ne suffisaient pas à expliquer le résultat. Comme si, dans l'ombre de l'histoire, un savoir s'était perdu, laissant derrière lui seulement les traces muettes de ses réalisations. Ce savoir perdu ne serait pas forcément magique ni surnaturel. Il pourrait s'agir de techniques concrètes,
de méthodes simples mais efficaces, oubliées au fil du temps. Des leviers, des contrepoids, des rampes dont la logique nous échappe. Mais il pourrait aussi s'agir d'une compréhension plus profonde des matériaux, de l'équilibre, de la gravité. Les pierres ne mentent pas. Elles témoignent d'une maîtrise que nous peinons à reproduire, même avec nos machines modernes. La transmission de ces savoirs est un autre mystère. Si les bâtisseurs possédaient des méthodes avancées, pourquoi n'ont-elles pas traversé les siècles ? Pourquoi n'en reste-t-il aucune trace écrite ? Peut-être parce qu'elles appartenaient à un monde sans écriture, où le savoir passait oralement de maître à apprenti. Quand les catastrophes vinrent, quand les peuples furent tant dispersés, ce savoir se brisa, se fragmenta, se dissipa. Ne restèrent que les monuments, fossiles d'une science disparue. Les mythes de nombreuses cultures évoquent en des instructeurs venus d'ailleurs, porteurs de connaissances, Osiris en Égypte, Quetzalcoatl chez les Mayas, Viracocha chez les Incas. Tous apparaissent comme des figures civilisatrices, apportant aux hommes les arts, l'agriculture, les mesures, les lois. Derrière ces récits, certains voient eux la trace d'anciens sages, peut-être survivants d'une civilisation engloutie, qui auraient retransmis ce qu'ils pouvaient avant que le silence ne retombe. Leurs enseignements, fragmentés, auraient nourri les premières cultures historiques, mais sans que celles-ci ne comprennent toujours leurs sources. La précision astronomique des monuments renforce cette impression. La grande pyramide est alignée presque parfaitement sur les points cardinaux. Les temples mayas suivent les cycles solaires et lunaires. Stonehenge capte le solstice. De tels alignements supposent des observations prolongées, des calculs patients, une continuité de savoir. Comment des peuples dits primitifs auraient-ils pu accumuler de telles données sans héritage préalable ? Peut-être que ces connaissances avaient été patiemment transmises depuis un âge plus ancien, depuis une époque où la survie imposait de lire dans le ciel des repères pour anticiper les bouleversements de la Terre. Certains chercheurs modernes imaginent l'existence d'une science perdue, fondée non pas sur des machines, mais sur une compréhension subtile des forces naturelles. L'acoustique, par exemple, on a découvert que certaines chambres de la pyramide résonnent à des fréquences particulières, amplifiant la voix humaine, comme si les bâtisseurs connaissaient les propriétés du son. L'électricité atmosphérique aussi, les pyramides, par leur forme, pourraient en capter et concentrer les charges électriques. Est-ce un hasard, ou bien la trace d'un savoir oublié sur l'énergie invisible qui traverse la terre et le ciel ? Les récits ésotériques parlent de sciences sacrées, perdues au fil des âges. L'art de bâtir en harmonie avec le cosmos, l'art de manipuler la pierre comme si elle devenait fluide, l'art de lire dans les proportions le langage des dieux. Peut-être ne s'agissait-il pas de science au sens moderne, mais de pratiques intégrant le matériel et le spirituel, le technique et le symbolique. Les monuments auraient été conçus non seulement comme des structures physiques, mais comme des instruments, des ponts entre l'homme et l'univers. Ce qui frappe surtout, c'est la disparition. Le savoir se transmet par les hommes, mais les hommes meurent, leur société s'effondre, les monuments restent, mais les méthodes s'évanouissent. Nous savons que les bibliothèques brûlées, comme celle d'Alexandrie, ont effacé d'innombrables trésors. Que dire alors des savoirs d'époques plus anciennes encore, jamais consignés sur des tablettes, mais confiés seulement à la parole ? L'oubli est la loi, et seuls quelques fragments parviennent à traverser. Dans les récits oraux, on trouve parfois des échos de ces techniques. Les Polynésiens, par exemple, parlent de pierres qui bougeaient toutes seules, guidées par des chants. Les Incas évoquent des murs bâtis grâce à des secrets sonores. Ces histoires prises au pied de la lettre paraissent fabuleuses, mais elles pourraient en dissimuler des pratiques réelles, aujourd'hui incomprises, liées aux vibrations, au rythme, à la cohésion des matériaux. Des sciences pourtant perdues parce qu'elles ne furent jamais codifiées, seulement pratiquées. Le mystère des savoirs perdus nous renvoie à notre propre fragilité. Nous croyons que notre technologie est infaillible, mais elle repose sur des supports éphémères, circuits fragiles, mémoire numérique, archives instables. Que resterait-il de nos connaissances si un cataclysme frappait la Terre ? Peut-être presque rien. En quelques siècles, notre science pourrait disparaître, laissant derrière elle seulement des fragments incompréhensibles. Nous deviendrions, nous aussi, une civilisation sans mémoire, jugée par les ruines que nous aurions laissées. Alors les pyramides et les autres monuments de pierre apparaissent comme les véritables bibliothèques de l'humanité. Non pas remplies de livres, mais de formes, de proportions, d'orientation. Un langage silencieux, codé dans la matière. Nous ne savons plus le lire,
mais il attend, patient, sous le soleil et le sable. Peut-être qu'un jour, en réapprenant à écouter la pierre, nous retrouverons une part de ce savoir perdu. Il existe un langage qui n'emploie ni mots ni lettres, un langage qui traverse les siècles sans s'éteindre, celui des pierres. Les pyramides, les temples, les mégalithes, tous parlent en silence. Leur message n'est pas écrit, il est inscrit dans leur forme, leur orientation, leur masse. Ils ne racontent pas une histoire comme un récit, mais ils la suggèrent à travers leur simple présence. C'est un langage que nous avons presque oublié, mais qui continue de murmurer sous le vent et la poussière. Les civilisations anciennes savaient que les mots s'effacent. Le papyrus se brise, l'argile se réduit en poussière, les fresques se craquellent. Mais la pierre résiste. Elle endure la pluie, le vent, le sable, les siècles. En choisissant la pierre comme médium, les bâtisseurs se plaçaient dans une autre temporalité. Ils ne pensaient pas à une génération ou à un règne, mais à des millénaires. Ils voulaient plus que leur message survive aux cataclysmes, aux oublis, aux effondrements. La forme des pyramides est déjà un mot. Leur géométrie simple, une base large s'élevant vers un sommet pointu, parle de stabilité et d'élévation. C'est une figure universelle retrouvée ailleurs, au Mexique, en Chine, au Soudan. Partout dont l'idée de la pyramide a émergé comme un symbole naturel, reliant la terre au ciel. Elle n'est pas seulement un tombeau, elle est un geste, une prière figée dans la matière. Elle dit « Nous avons vu le ciel et nous l'avons inscrit sur la terre ». L'orientation des monuments est un autre mot dans ce langage silencieux. La grande pyramide de Gizeh est alignée presque parfaitement avec les points cardinaux. D'autres temples suivent les solstices, les équinoxes, les levées d'étoiles particulières. Ces choix ne sont pas décoratifs. Ils traduisent une volonté d'inscrire l'architecture dans le mouvement du cosmos, de faire du monument une intersection entre le temps terrestre et le temps céleste. Ce langage dit « Nous avons observé les étoiles et nous avons compris qu'elles guident la durée ». La taille même des blocs est une phrase. Choisir des pierres de plusieurs tonnes, les transporter, les ajuster, ce n'est pas seulement une prouesse technique, c'est un acte symbolique. Montrer que rien n'est trop lourd pour être inscrit dans la mémoire. Les bâtisseurs savaient que de petites pierres se dispersent, s'effritent, se déplacent. Les colosses, eux, résistent. En manipulant des masses gigantesques, ils affirmaient la permanence. Ils disaient « Nous avons bâti pour que vous ne puissiez pas nous oublier ». Les symboles gravés renforcent ce langage. À Göbekli Tepe, des animaux et des cygnes ornent les piliers. À Abydos, en Égypte, certains hiéroglyphes intriguent encore, semblant représenter des objets étrangement modernes. Dans les temples mayas, des serpents descendent les escaliers de pierre aux équinoxes, créant des ombres vivantes. Ces symboles ne sont pas des ornements, mais des clés. Ils lient le monument à des récits cosmiques, des mythes fondateurs, des mémoires collectives. Le langage de la pierre devient alors narratif, une histoire gravée en silence. Ce langage, pourtant, est difficile à lire pour nous. Nous avons perdu les codes, nous lisons des livres, nous déchiffrons des alphabets, mais nous ne savons plus lire les proportions, les orientations, les ombres. Nous voyons des masses inertes là où d'autres voyaient des phrases. C'est pourquoi les monuments anciens nous troublent. Ils parlent, mais nous n'entendons pas. Leur silence est un défi. Certains chercheurs tentent autant de réapprendre. Ils mesurent, ils calculent, ils observent les alignements. Ils découvrent que les proportions de la grande pyramide reflètent des constantes mathématiques. Le nombre d'or, pi, la vitesse de la lumière dans certaines interprétations. Est-ce un hasard ou bien une intention délibérée ? Le langage des pierres ne se réduit pas à un seul sens. Comme une poésie, il admet plusieurs lectures, superposées. Une géométrie peut être à la fois pratique et sacrée, utilitaire et cosmique. Ce langage se déploie aussi dans le silence des lieux. Qui s'avance dans une chambre de la pyramide ressent une résonance particulière, un son étouffé ou amplifié. Les bâtisseurs savaient que la pierre parle aussi par ses vibrations. Les temples anciens, conçus avec des proportions spécifiques, produisent donc des effets acoustiques qui semblent dépasser le simple hasard. Ce sont des mots de pierre que l'on entend qu'en se tenant à l'intérieur, en devenant soi-même résonateur. Les pierres parlent encore par leur endurance. Elles nous disent que tout s'efface, sauf elles. Elles nous rappellent la fragilité de nos mémoires modernes, fragiles face au temps. Nous confions nos histoires à des supports numériques, des bibliothèques électroniques, des réseaux immatériels. Mais que restera-t-il dans 10 000 ans ? Probablement rien. Les monuments, eux, resteront comme ils ont déjà traversé des milliers d'années. Ce langage dit «
Nous savions que vous viendriez et nous avons écrit pour vous dans une matière que le temps ne détruit pas. » Les bâtisseurs anciens, qu'ils fussent égyptiens, mayas, sumériens ou inconnus, partageaient celle-là cette conscience. Ils savaient en fait que la mémoire humaine est courte, mais que la pierre se souvient. Alors ils ont choisi ce médium comme une écriture universelle, non pas destinée à une culture particulière, mais à toute l'humanité, présente et future. En cela, leurs monuments dépassent leur époque. Ils sont des messages envoyés dans le temps, des lettres scellées pour des lecteurs qu'ils ne connaîtraient jamais. Ce langage, nous commençons à peine à le redécouvrir. Il demande une autre écoute, un autre regard, une lenteur qui n'est plus la nôtre. Il demande de se tenir devant une pierre et de se demander pourquoi elle est celle-là, pourquoi elle est ainsi, pourquoi elle dure. Il exige de lire non pas avec les yeux seulement, mais avec la mémoire du monde, avec l'intuition que tout a un sens quand on le replace dans le mouvement des âges. Ainsi, les pyramides ne sont pas muettes. Elles sont bavardes, mais dans une langue que nous avons désapprise. Elles racontent une histoire de savoirs anciens, de peuples disparus, de cosmos inscrits dans la matière. Elles sont le livre que la mer et le feu ne peuvent détruire, le langage le plus simple et le plus universel que les hommes aient trouvé pour lutter contre l'oubli. Le monde n'a jamais été immobile. Nous le croyons stable parce que nos vies sont courtes, mais la Terre respire à des échelles qui nous échappent. Sous nos pas, les plaques dérivent. Au-dessus de nos têtes, le ciel se déplace lentement. Les océans avancent et reculent. Les continents se déplacent comme des radeaux gigantesques, se heurtant, se séparant, remodelant le visage du globe. Les pyramides elles-mêmes ne sont pas figées dans une éternité inerte. Elles reposent sur une terre en mouvement. Un sol qui fut un jour verdoyant, un autre jour inondé, et qui devint enfin désert. Il y a 20 000 ans, la glace couvrait le nord de l'Europe et de l'Amérique. L'eau emprisonnée dans les calottes faisait reculer la mer. Le Sahara, alors, n'était pas une étendue aride mais une savane parsemée de lacs. Le Nil serpentait dans une vallée plus verte nourrie par des pluies abondantes. Puis les glaces commencèrent à fondre. Lentement, mais avec une puissance irrésistible. Les mers montèrent de plus d'100 de mètres, engloutissant des terres immenses. Des plaines fertiles devinrent des fonds marins. Les populations se déplacèrent, cherchant des refuges le long des nouveaux surrivages. Ce basculement, inscrit dans les strates géologiques, est aussi gravé dans les mythes. Partout, les récits du déluge, des îles disparues, des terres englouties, témoignent de la mémoire d'un monde en mouvement. Les peuples, voyant leur sol disparaître, n'avaient pas de carte, pas d'explication scientifique. Ils avaient en des récits. Ces récits en traversèrent le temps, jusqu'à nous, comme des murmures de ce que fut la fin d'un âge. L'Égypte ne fit pas exception. Avant que le désert ne recouvre ses terres, cette région connut des phases humides, où les pluies saudelaient modélément le plateau de Gizeh. Les marques d'érosion sur le sphinx en seraient peut-être le témoignage. Un monde de forêts et de rivières, bien loin de l'image immobile que nous en avons. Puis vint l'assèchement. Le Sahara devint sable. Les vents balayèrent la terre, sculptant des dunes, ensevelissant des vallées. Les civilisations durent s'adapter, resserrant leur vie autour du Nil, devenu la seule artère permanente dans un océan de poussière. Les continents, eux aussi, étaient vents différents. L'Asie du Sud-Est formait un vaste bloc de terre appelé Sundaland, aujourd'hui fragmenté en îles par la montée des eaux. L'Europe et l'Angleterre étaient reliées par Doggerland, pays fertile aujourd'hui, sous la mer du Nord. Le détroit de Bering n'était pas une mer, mais un pont de terre entre la Sibérie et l'Amérique. Ce que nous voyons aujourd'hui comme un archipel dispersé ou des océans séparateurs était autrefois un monde connecté. Si des cultures avaient alors bâti des monuments, une partie d'entre eux a disparu sous la mer, une autre fut ensevelie sous le sable, et seuls quelques-uns résistèrent. Les pyramides pourraient être les survivantes de ce passage. Construites à une époque humide, elles auraient vu le désert s'avancer autour d'elles. Elles auraient survécu au basculement climatique, gardant dans leur masse le souvenir de ce monde qui change. Leur orientation, leur géométrie, leur endurance, tout cela semble conçu pour défier les bouleversements terrestres, comme si leurs bâtisseurs savaient en ça que la Terre n'est pas stable, qu'elle se transforme, et qu'il fallait inscrire un message au-delà de ces métamorphoses. Ce mouvement des continents et des climats remet aussi en perspective notre vision de l'histoire. Nous croyons que les civilisations naissent dans des contextes précis, stables comme l'Égypte dans la vallée du Nil, la Mésopotamie entre le Tigre et l'Euphrate.
Mais si ces fleuves, ces vallées, ces rivages sont eux-mêmes transitoires, alors les civilisations reposent sur des bases mouvantes. Elles émergent, elles prospèrent, puis elles disparaissent avec les changements de la Terre. Nos villes modernes, construites au bord des océans, pourraient connaître le même destin. Ce que nous croyons éternel ne l'est pas. Le langage géologique rejoint ici celui des mythes. Quand Platon parle de l'Atlantide, il décrit une île engloutie par un tremblement de terre et un déluge. Quand les Égyptiens évoquent dans des cycles cosmiques, ils disent que des mondes entiers sont nés et morts avant le leur. Quand les Indiens parlent des yugas, ils décrivent des âges successifs, séparés par des cataclysmes. Tout cela reflète une conscience ancienne. La Terre change et l'homme n'est qu'un passager de ces cycles. La science moderne confirme ce que les anciens pressentaient. La tectonique des plaques déplace lentement les continents. L'Afrique s'ouvre par une grande faille qui, dans des millions d'années, créera un nouvel océan. L'Atlantique continue de s'élargir. Les séismes, les volcans, les tsunamis rappellent que le sol sous nos pieds n'est pas immobile. Nous avons mis des noms sur ces forces, subduction, dérive, isostasie, mais nous oublions que pour ceux qui vivaient dans l'Antiquité, ces mouvements n'étaient pas des abstractions. Ils étaient vécus comme des chutes de monde, des pertes irréversibles. Dans ce contexte, la pierre devient un défi. Les bâtisseurs ont dressé des monuments comme pour résister à la fluidité de la terre. Ils ont figé dans la matière un repère stable, un point fixe au milieu des flux. Les pyramides sont cela, des points d'ancrage, conçus pour traverser l'instabilité des continents et des climats. Elles disent, en silence, « Tout change mais nous restons ». Si elles furent vraiment conçues avant la fin de l'âge glaciaire, alors elles sont les témoins d'un passage, d'un basculement de la glace au sable, d'un monde humide vers un monde désertique. Elles auraient vu les pluies se raréfier, le Nil devenir l'unique veine fertile, les peuples s'agglutiner autour de ses rives. Elles auraient traversé les âges comme une mémoire vivante, rappelant que la Terre elle-même se transforme et que l'homme doit apprendre à lire ces transformations pour survivre. Nous regardons les pyramides comme des monuments immobiles. Mais elles sont en réalité des monuments du mouvement, car elles ne prennent sens que replacées dans les cycles de la Terre. Elles ne sont pas seulement des pierres posées sur un plateau, elles sont la réponse humaine à un monde qui change, la tentative de fixer dans l'éternité ce qui, tout autour, ne cesse de se métamorphoser. Il existe dans l'ombre du temps des traces qui ne correspondent à aucune chronologie officielle, des vestiges trop anciens, trop sophistiqués pour l'époque à laquelle on les attribue. Des outils, des structures, des signes qui semblent appartenir à des peuples dont nous ne connaissons rien. On les appelle parfois des anomalies archéologiques, parfois des curiosités. Mais leur nom véritable pourrait être celui-ci, les civilisations fantômes de la préhistoire. Elles ne se révèlent jamais en totalité, elles apparaissent par fragments comme des silhouettes entrevues dans le brouillard. Ici, une grotte ornée de fresques d'une beauté troublante, datée de 30 000 ans. Là, un site mégalithique qui précède l'agriculture. Plus loin, des vestiges urbains submergés par la mer. Ces indices suggèrent qu'avant Sumer, avant l'Égypte, avant l'Indus, d'autres mondes ont existé, effacés de nos mémoires mais inscrits dans les pierres et dans les mythes. Göbekli Tepe est la preuve la plus éclatante. Des cercles monumentaux, sculptés il y a plus de 11 000 ans, bien avant l'invention de l'écriture et de la roue. Mais il n'est pas seul. En Amérique du Sud, des légendes parlent de villes antédiluviennes, construites par des géants ou des dieux. Au Pérou, les ruines de Puma Punku révèlent d'arcane des blocs taillés avec une précision presque mécanique, alors même qu'aucune technologie de ce type n'existait officiellement dans la région. Les Incas eux-mêmes, interrogés par les Espagnols, disaient ne pas être les bâtisseurs. Ils parleront des ancêtres de peuples disparus depuis longtemps. En Afrique, des structures mystérieuses jalonnent le désert. Dans le Sahara, des murs et des cercles de pierre surgissent, vestiges d'un temps où la région était verte et fertile. Plus au sud, au Zimbabwe, les ruines de Grand Great Zimbabwe révèlent un savoir-faire ancien, longtemps attribué à tort à d'autres peuples par refus de reconnaître la profondeur de l'histoire africaine. Et en Égypte même, certaines constructions semblent excéder les besoins et les capacités de l'époque pharaonique, comme si elles avaient été héritées plutôt qu'inventées. Ces fantômes de civilisation laissent derrière eux un vertige. Si tant de sites isolés témoignent d'un savoir ancien, combien d'autres ont été engloutis, détruits, effacés.
La montée des eaux après l'âge glaciaire a noyé d'immenses zones littorales, là où les peuples aimaient en s'établir. Les tremblements de terre et les volcans ont englouti des cités entières. Les sables du temps ont recouvert les traces fragiles. Ce que nous voyons n'est qu'un fragment, une poignée de survivances échappées au grand effacement. Les mythes, eux, parlent à leur manière de ces civilisations disparues. Les Grecs racontent l'Atlantide, les Indiens évoquent Kumarikandam, les Celtes parlent de Lyonesse, les Amérindiens se souviennent de mondes détruits par l'eau ou le feu. Partout où l'idée revient, nous ne sommes pas les premiers. Avant nous, il y eut d'autres peuples, d'autres âges, qui connurent sur la grandeur puis disparurent. Les mythes ne sont pas des preuves, mais ils sont des échos, et ces échos résonnent étrangement avec les vestiges que la science découvre. L'hypothèse des civilisations fantômes ne contredit pas la science officielle, elle la complète. Elle dit que l'histoire n'est pas linéaire, qu'elle est faite de cycles. Des peuples naissent, prospèrent, construisent, puis disparaissent. Certains laissent couler des traces solides, d'autres s'effacent, presque entièrement. Ce que nous appelons la civilisation est peut-être seulement le dernier cycle, celui qui a survécu assez longtemps pour écrire son propre récit. Il est possible qu'une société sophistiquée ait existé avant l'ère agricole. Peut-être pas industrielle, pas moderne, mais dotée d'un savoir particulier. Un art de la pierre, une connaissance du ciel, une maîtrise de l'organisation collective. Cette société aurait été détruite par les bouleversements climatiques de la fin de l'âge glaciaire. Ces survivants auraient transmis quelques bribes de leur savoir au peuple plus simple, qui l'aurait interprété comme un don divin. De cette rencontre seraient nées les premières grandes civilisations historiques. La question demeure, pourquoi avons-nous si peu de preuves tangibles ? Peut-être parce que ces civilisations utilisaient des matériaux périssables, le bois, l'argile, le tissu. Seule la pierre survit aux millénaires, et seules les pierres les plus massives, les plus monumentales, défiaient dans le temps. Les temples, les maisons, les bibliothèques de ces peuples ont sans doute disparu. Ne restent que les blocs cyclopéens, les mégalithes, les pyramides, comme des fantômes figés dans le désert ou sous la mer. Ce vide nourrit autant la recherche que l'imaginaire. Les archéologues fouillent, datent, mesurent, mais ils ne peuvent combler toutes les absences. Alors les légendes s'interposent, proposant des récits là où les pierres se taisent. Et c'est dans cet entre-deux que naît l'idée de civilisation fantôme, trop réelle pour être niée, trop insaisissable pour être reconnue. Les pyramides d'Égypte s'inscrivent dans ce tableau. Peut-être ne sont-elles pas l'œuvre unique des pharaons, mais l'héritage d'un monde antérieur. Elles seraient alors la plus spectaculaire des survivances, la preuve que même quand une civilisation entière disparaît, ces monuments peuvent la trahir, la rendre visible dans l'ombre du temps. Leur silence devient le silence de tous les peuples oubliés, rassemblés dans un même mystère. Nous avançons dans ces ruines comme dans un rêve. Nous voyons des traces, mais nous ne savons pas à quoi elles appartiennent. Nous percevons une grandeur, mais nous ignorons son visage. Les civilisations fantômes demeurent ainsi. Des présences invisibles, qui en amarrent nos certitudes et rappellent que l'histoire connue n'est peut-être que la surface d'une mémoire beaucoup plus vaste. Il existe une frontière invisible entre ce que nous appelons l'histoire et ce que nous reléguons au domaine du mythe. L'histoire commence, dit-on, avec l'écriture. Avant cela, il n'y aurait que la préhistoire, un silence ponctué de quelques outils, de quelques ossements, de rares fresques. Mais cette frontière est artificielle, car la mémoire des hommes ne se limite pas à leurs textes. Elle s'inscrit dans les mythes, dans les pierres, dans les gestes répétés à travers les âges. Une mémoire plus ancienne que l'histoire, diffuse, fragmentaire mais persistante, habite encore nos paysages. Les pyramides semblent appartenir à cette mémoire. Elles ne racontent pas seulement l'Égypte pharaonique, elles murmurent un récit plus profond, plus vaste, qui dépasse les dynasties et les règnes. Leur masse, leur orientation, leur silence, tout en elles évoquent une volonté de s'inscrire dans un temps plus long que celui des rois. Elles sont peut-être les archives d'une humanité plus ancienne, dont nous avons oublié le nom, mais dont nous ressentons encore l'ombre. Cette mémoire plus ancienne que l'histoire se lie aussi dans les mythes universels, les déluges, les âges d'or, les peuples engloutis. Ce sont des récits dansants qui traversent les continents, qui survivent dans des langues différentes, mais qui gardent le même noyau. Ils parlent de pertes irréparables, de destruction cosmique, de renaissance. Ils disent que nous ne sommes pas les premiers, que d'autres mondes ont existé avant nous, et dans ces récits, parfois apparaissent des monuments de pierre, des bâtisseurs sans nom, des cités disparues.
On retrouve aussi cette mémoire dans les traditions orales des peuples autochtones. Les aborigènes d'Australie chantent leur songlin, des itinéraires sacrés qui relient les paysages actuels à des événements très anciens, parfois datés de dizaines de milliers d'années. Les peuples amérindiens gardent en mémoire des histoires de glaciers, de volcans, de mers qui montent, histoires que la science moderne confirme aujourd'hui. La mémoire humaine est plus longue que nous le pensions, mais elle ne prend pas la forme de nos archives. Elle circule dans les récits, dans les symboles, dans les monuments. Les pierres, elles, prolongent cette mémoire. Elles sont des repères contre l'oubli. Les pyramides, bon, ne disent pas qui les a construites, mais elles disent qu'un savoir existait, qu'une volonté existait, qu'une vision du monde était déjà là. Elles sont comme un message codé, destiné à traverser le temps sans dépendre des mots. Car les mots meurent, mais la pierre reste. Peut-être que les bâtisseurs avaient compris que seule la matière éternelle pouvait porter leur mémoire au-delà des âges. Cette idée renverse notre conception de l'histoire. Nous croyons que la mémoire dépend des textes, des chroniques, des archives, mais il se peut que la mémoire la plus profonde soit celle qui se cache dans les formes universelles, dans les symboles simples, dans les orientations astronomiques. Ce sont des langages qui dépassent les cultures particulières. Ils parlent à quiconque prend le temps d'observer. Une pyramide orientée vers le nord est compréhensible partout, à toute époque. Elle dit « Regardez le ciel, regardez la terre, comprenez leurs liens ». Vers une mémoire plus ancienne que l'histoire, il nous faut accepter de regarder autrement. Non plus chercher des preuves définitives, des textes signés, des chronologies précises, mais écouter les résonances, les correspondances, les indices, lire dans les mythes non pas des fables naïves, mais des souvenirs transformés. Lire dans les pierres non pas des masses inertes, mais des messages silencieux. Lire dans les océans et les déserts des archives naturelles de ce que fut la Terre. Les pyramides Sansante, dans cette perspective, ne sont pas seulement des monuments égyptiens. Elles sont les nœuds d'une mémoire planétaire. Elles dialoguent avec Stonehenge, avec les ziggourats mésopotamiennes, avec les temples mayas, avec les cercles de Göbekli Tepe. Elles disent toutes la même chose. L'homme, même sans écriture, a toujours cherché à inscrire sa mémoire dans des formes durables. Et cette mémoire remonte plus loin que nos manuels ne l'admettent. Nous avançons dans un monde où les archives sont fragiles, où la mémoire s'efface plus vite qu'elle ne se crée. Pourtant, en contemplant les pyramides, nous rencontrons un savoir ancien, celui de bâtir pour durer, de penser en millénaires. Peut-être est-ce là le véritable héritage des civilisations fantômes. Non pas leurs lois, leur langue ou leurs coutumes, mais cette intuition. L'homme doit inscrire sa mémoire dans ce qui résiste au temps. Ainsi, les pyramides ne sont pas seulement un passé, elles sont une invitation à repenser notre futur. Elles nous rappellent que nous sommes passagers sur une terre qui change, mais que nous pouvons inscrire un témoignage au-delà de notre disparition. Vers une mémoire plus ancienne que l'histoire, elles nous montrent la voie, un langage de pierre muet mais indestructible, offert à ceux qui viendront après nous.